Bonjour à tous, merci d'être présents de si bon matin, merci d'être présents à notre webconférence sur l'arrêté des comptes 2017. Certains d'entre vous me connaissent déjà, donc en quelques mots, je suis Olivier Bulbert, expert comptable de groupe Cofimé, et je vais vous présenter la première partie sur l'actualité comptable de cette fin d'année 2017. Ma collègue Claire Schweitzer va vous présenter la partie fiscale, sociale et juridique de cette fin d'année 2017. Pour toutes vos questions, vous pouvez utiliser la fenêtre qui est présente sur votre droite, l'onglet chatter. Pour des raisons de timing, on vous proposera de répondre à certaines questions seulement en fin de séminaire. Donc on est ensemble pour environ 45-50 minutes. Voilà, on va démarrer tout de suite avec l'actualité comptable. Donc l'objectif effectivement de la webconférence, c'est de connaître les nouvelles comptables de cette fin d'année 2017 et faire le point sur l'actualité pour la rentrée 2018. Le sommaire de l'actualité comptable, voilà, on a 10 points à voir ensemble ce matin pour cette actualité comptable de cette fin d'année 2017. L'actualité juridique, 6 points prévus. L'actualité fiscale, quelques points. Et enfin, l'actualité sociale. L'actualité comptable, voilà, donc on va rentrer dans le vif du sujet puisque le programme est extrêmement dense pour ce matin. Les corrections d'erreurs. Tout d'abord, comptablement, la correction d'erreurs doit être comptabilisée dans le résultat de l'exercice ou dans les capitaux propres au cours duquel elles sont constatées. Fiscalement, il s'agit d'une nuance fiscale. Au contraire, elles sont reprises dans le résultat fiscal de l'exercice au cours duquel est née l'erreur. Donc, comptablement, la correction doit être opérée l'année de constatation de l'erreur, car impossibilité de corriger les comptes déposés. Effectivement, comptablement, vous le savez, les comptes sont déposés au greffe du tribunal et publiés. Donc, les comptes annuels ne peuvent pas être modifiés aussi simplement. Fiscalement, en revanche, la correction doit être réalisée l'année de réalisation de l'erreur par voie contentieuse. Cette erreur n'est donc pas déductible l'année de comptabilisation. Il est nécessaire de réaliser une correction extra-comptable l'année de la correction. Il s'agit des principales discordances entre la comptabilité et la fiscalité. Un petit rappel sur le délai légal de réclamation. Pour ce type de correction d'erreur, il s'agit d'un délai qui est au plus tard le 31/12 de la seconde année suivant celle de la réalisation de l'erreur. Pour prendre un exemple concret, vous avez jusqu'au 31/12/2017 pour corriger une erreur qui daterait de 2015. Tout ce qui est avant est considéré comme perdu. Donc à l'écran, vous voyez la Cour d'appel administratif de Marseille a rendu un arrêt le 13 avril 2014 qui concernait une société qui avait corrigé la même année une erreur de 240 000 €. Donc la même année, elle l'avait corrigée comptablement et fiscalement. L'administration fiscale a refusé la déductibilité fiscale l'année même, puisque je le disais tout à l'heure, il faut corriger fiscalement l'année de réalisation de l'erreur par voie contentieuse. Ce qui s'est passé pour cette société, c'est que les 240 000 € ont été refusés en déductibilité fiscale. Les 240 000 € ont été corrigés comptablement sans bénéficier d'aucun avantage fiscal. Aucune déduction n'a été admise. La divergence fiscalo-comptable dans ce cas nécessite donc un retraitement extra-comptable. Il s'agit donc d'une réintégration ou d'une déduction sur l'état 2058A de votre liasse fiscale pour l'année. Le point suivant, donc on voulait revenir sur la notion de garantie d'actifs et en l'occurrence garantie de passifs. Un petit rappel, la garantie de passif ou d'actif est le fait pour le cédant de s'engager en cas d'apparition d'un passif imprévu ou d'une diminution d'actifs résultant d'un événement antérieur à la cession, à indemniser l'acquéreur des titres ou la société cédée à hauteur du passif nouveau ou de la diminution d'actifs, quel que soit le montant. La Cour de cassation nous précise qu'en l'absence de stipulation, l'acquéreur, donc le cessionnaire des titres, est seul bénéficiaire de la garantie. Pour des raisons fiscales, si l'objectif est d'en faire bénéficier le cédant, donc la société acquise, il est préférable de le stipuler clairement dans l'acte.
Un petit récapitulatif sur ce que nous dit la Cour de cassation. Seul l'acquéreur est donc le bénéficiaire de la garantie, sauf si une stipulation claire désigne la société dont les titres sont cédés comme bénéficiaire de la garantie. En l'absence de mention du bénéficiaire dans l'acte, il n'y a donc plus lieu de rechercher la commune intention des parties. Lorsque le bénéficiaire n'a pas été clairement défini dans l'acte, il s'agit d'une indemnité qui est versée en premier lieu à l'acquéreur et il devra ensuite le restituer à la société acquise. Un exemple concret, pour que vous compreniez bien, le cas de la vente de titres d'une société à une autre société et la réalisation de la clause de la garantie d'actifs ou de passifs. Donc, on a trois parties. Une personne qui vend des titres d'une société à une autre société et l'activation de la clause de garantie d'actifs ou de passifs pendant la période qui est garantie. On distingue donc trois cas. Le premier, l'acquéreur des titres est le bénéficiaire. On modifiera donc dans la comptabilité du bénéficiaire la valeur des titres à hauteur du montant de l'indemnisation. Pas de conséquences fiscales car viendra impacter directement le compte d'actifs immobilisés dans les comptes de la société bénéficiaire. Le second cas, la société acquise est seule bénéficiaire, il s'agit d'un produit imposable. Et le troisième cas, celui qui nous intéresse, l'acquéreur est bénéficiaire mais fait le choix de reverser à la société dont les titres sont acquis. Pour l'acquéreur, il s'agit d'une indemnité et donc d'un produit imposable dans les comptes de cette société et le reversement à la société ne sera pas déductible. Le traitement comptable et fiscal de la somme reçue en garantie est donc clair, à condition que l'acte stipule clairement un versement direct en faveur de la société acquise lorsque l'intention est de faire bénéficier la société acquise de la garantie de passif. Il est donc préférable de le stipuler clairement dans l'acte et c'est ce que la Cour de cassation nous précise. Donc, si vous avez une cession de titre qui est effectuée, précisez dans l'acte directement qui est le bénéficiaire effectif de la clause de garantie d'actifs ou de passifs. Il en va de l'imposition de l'éventuelle indemnité qui sera versée en cas d'activation de cette clause de garantie d'actifs ou de passifs. Le point suivant, un rappel rapide sur les provisions. Le Conseil d'État, dans un arrêt qui a été rendu récemment, donc en toute fin 2016, les provisions et dépréciations non déduites sont désormais porteuses d'un risque fiscal pour les entreprises qui n'est pas à négliger. Selon donc la position qui a été adoptée par le Conseil d'État, toutes les provisions et dépréciations constatées sur le plan comptable et qui répondent aux conditions fiscales de déduction doivent dorénavant être déduites sur le plan fiscal. Dans le cas contraire, si l'erreur est constatée et peut être considérée comme délibérée, il s'agit d'un risque de double imposition et la provision sur la provision, puisque la déduction n'a pas été imposée fiscalement, la reprise sera refusée. Pourquoi donc provisionner une dépréciation ou déprécier un actif sans inclure l'incidence fiscale? L'entreprise qui pourra faire ceci ou qui ferait ce type d'acte pourrait le faire dans le cas où elle n'est pas certaine de pouvoir déduire la charge. S'il s'agit par exemple d'une charge qui est considérée comme non réelle, il est possible de pouvoir réintégrer extra-comptablement cette provision. Elle a donc pour but uniquement d'impacter le résultat comptable de cette société. Le risque encouru en cas de non-déduction des provisions et des dépréciations est une correction impossible ou refusée par l'administration fiscale, car il s'agit d'une erreur qui est considérée comme délibérée ou qui est réalisée sur un exercice qui est prescrit. La reprise est donc imposée par l'administration fiscale. Il s'agit donc d'une double imposition, comme je le disais. La déduction n'a pas donné lieu à une déduction fiscale, mais uniquement comptable, donc on en a simplement réduit le résultat comptable. Au niveau fiscal, on ne déduit rien. La reprise, l'administration fiscale nous dit la reprise n'est pas déductible non plus, étant donné que vous n'avez pas déduit la provision. Il s'agit donc d'un double risque et d'une double imposition. Là, le Conseil d'État nous précise également qu'il est possible d'obtenir des pénalités et le risque encouru est de 40% en cas d'erreur délibérée.
Le conseil qu'on vous donnera sur ce type de provision au niveau fiscal et comptable, c'est s'il n'existe pas de texte clair sur le plan fiscal, il est recommandé par prudence de déduire ces provisions, le déduire dès leur réalisation pour s'assurer que la provision, la reprise de cette provision ne soit également pas imposable. De faire une mention expresse dans l'alias fiscal pour préciser l'objectif de la provision et donc exposer la position qui devrait permettre d'éviter à la provision ou à la dépréciation qu'elle puisse être considérée comme une erreur délibérée. Le point suivant concerne les sommes versées en cours de bail ou à la signature du bail. Toute somme versée en cours de bail commercial par le preneur ou le bailleur en contrepartie de l'acquisition de droits nouveaux doit être immobilisée. Fiscalement, le Conseil d'État vient de juger qu'il en était de même. Donc, il y a une corrélation entre le traitement fiscal et le traitement comptable qui est opéré sur les sommes versées en cours ou à l'entrée au bail. Comptablement, on distingue donc deux situations. Soit cette somme est versée au bailleur et est considérée comme un supplément de loyer, tout simplement parce que le loyer est inférieur au prix du marché. On constatera ça directement en charge constatée d'avance. Soit il s'agit de l'acquisition de droits nouveaux, lorsque le bailleur, par exemple, renonce à son droit de résilier le bail pendant une période assez longue. Il s'agira alors de le comptabiliser en immobilisation incorporelle. Fiscalement, lorsque le droit d'entrée constitue un supplément de loyer à concurrence de la différence entre la valeur locative réelle du local et le loyer effectivement versé, il est constaté en charge fiscalement sur une durée au moins égale à celle du bail. Donc il s'agit d'étaler cette charge comptablement puisqu'elle est constatée en charge constatée d'avance. Mais fiscalement également, il s'agira de la réintégrer à mesure que le bail est consommé. Lorsque le montant du loyer est normal, ce droit d'entrée constitue l'acquisition d'un droit nouveau. Il s'agit donc d'un élément incorporel de type fonds de commerce et n'est donc pas déductible dans les comptes de la société. On distingue donc deux traitements, le traitement comptable, comptabilisation en immobilisation incorporelle, 206, et fiscalement, il s'agit d'un élément incorporel du fonds de commerce reconnu à l'actif et donc non déductible. Il y a donc deux traitements, soit une immobilisation corporelle dès lors qu'elles sont représentatives d'un droit nouveau, soit des charges constatées d'avance dès qu'elles sont représentatives d'un supplément de loyer. Le point suivant concerne une définition qui a été précisée par l'administration fiscale concernant les titres de participation. On va avancer. La loi vient donc de limiter la présomption fiscale irréfragable pour la qualification des titres de participation. Les titres représentant moins de 5% des droits de vote peuvent toutefois avoir la nature de titres de participation et c'est là la grande nouveauté à compter des exercices ouverts le 1er janvier 2017 et ainsi être soumis au régime du long terme. Alors, un petit rappel au plan comptable, les titres de participation sont ceux qui créent un lien durable avec la société détentrice et sont destinés à contribuer à son activité. Selon le plan comptable général, la détention des titres est estimée utile à l'entreprise, notamment parce qu'elle permet d'exercer une influence sur la société émettrice ou d'en assurer le contrôle. Et c'est le point à soulever aujourd'hui, c'est que malgré le fait que les titres représentent moins de 5% des droits de vote, on peut qualifier sur le plan comptable ces titres comme étant des titres de participation et à ce titre bénéficier du régime le régime des mères-filles. Les produits ainsi perçus peuvent voir droit, donc c'est des dividendes, peuvent avoir droit à une exonération totale sous réserve d'une taxation d'une quote-part de frais et charges de 5%, malgré le fait que ces titres sont détenus et donnent droit à un droit de vote de moins de 5%. On pourra également appliquer le régime des plus-values à long terme, donc une taxation d'une quote-part de frais et charges de 12% sur ces plus-values, en lieu et place du régime de droit commun. En résumé, si les titres ne répondent pas à la définition comptable et donc fiscale des titres de participation, on pourra appliquer le régime mère-fille par rapport aux dividendes. Par contre, pour les plus-values à long terme, la cession ne relève pas du régime du long terme et c'est le régime de droit commun qui s'appliquera.
Le point suivant concerne les réclamations relatives au crédit d'impôt recherche. Donc, selon la CNCC, les produits résultant d'une réclamation de CIR portant sur les années antérieures est constaté dès le dépôt du dossier de réclamation auprès de l'administration fiscale. Les honoraires de conseil pour réaliser cette réclamation sont conditionnés à l'obtention du CIR et sont donc constatés sur le même exercice. C'est un bulletin de la CNCC qui nous précise ceci. Comptablement, donc selon la CNCC, les produits de crédit d'impôt recherche à recevoir est comptabilisé sur l'exercice N, donc en cours de constatation de l'année de réclamation, sans attendre son remboursement effectif ou son imputation sur l'IS. Si et seulement si les réclamations de crédit d'impôt recherche ont été déposées en N, ça paraît logique, et qu'elles répondent aux conditions de fond et de forme pour être classées recevables par l'administration fiscale. Il s'agira alors de les constater comptablement directement dès la demande en diminution d'impôt sur les sociétés. Fiscalement, pas de changement par rapport au régime de base. Les produits du CIR n'étant pas imposables du résultat fiscal sur une année normale, les réclamations relatives au CIR ne sont pas non plus déductibles fiscalement au niveau des réclamations liées au CIR. Elles doivent donc être extra-comptablement directement dans les comptes de la société. Le point suivant concerne les contrats d'assurance dits homme-clé mixtes. Alors, un petit rappel sur les contrats d'assurance homme-clé mixtes. Il prévoit une prime avec une indemnisation en cas de perte d'exploitation lors de la survenance du décès de la personne assurée ou alors d'un versement en capital en cas de non-survenance du risque de décès à une date déterminée. La prime versée, donc c'est ce qu'on vous dit, est donc en exécution d'un contrat homme-clé mixte, sont déductibles immédiatement à hauteur de la seule fraction qui est destinée à couvrir le risque de décès de cet homme-clé, pourvu que la société en justifie le montant, et c'est le Conseil d'État qui nous précise ça en 2017. Comptablement, la prime versée au titre d'une assurance mixte, décès vie homme-clé, est donc souscrite sur la tête d'un dirigeant, constitue une charge pour la quote-part couvrant la garantie en cas de décès et un prêt pour la quote-part correspondant à l'épargne réalisée jusqu'au jour du versement en capital. Fiscalement, la quote-part couvrant le risque de décès est déductible immédiatement puisqu'il s'agit d'une charge au cours de l'exercice de versement de la prime. La fraction de la prime appelée à faire l'objet d'un reversement sous forme de capital en cas de non-survenance du risque à l'échéance n'est déductible globalement qu'au titre de l'exercice de la réalisation du risque assuré ou à l'expiration du contrat. La convergence entre la fiscalité et la comptabilité est donc assurée. Donc, c'est ce qu'on vous dit à l'écran là, c'est qu'une charge finalement qui concerne la quote-part qui couvre le décès du dirigeant sera déductible dès la constatation de la charge, puisqu'elle réduit comptablement le résultat de la société, elle réduira fiscalement également le résultat. Le prêt, qui est considéré comme un actif, la société prête de l'argent, ça apparaîtra comptablement au bilan à l'actif dans les comptes de la société. Cette quote-part n'est pas déductible l'année de versement, mais elle sera déductible au moment de la réalisation de la non-survenance, donc à l'expiration du contrat, du décès du dirigeant. En 2017, le Conseil d'État nous précise donc qu'il appartient à la société de justifier le montant de la prime et c'est là la nouveauté relatif à l'assurance décès pour en assurer la déductibilité. Dans le cas contraire, l'intégralité de la prime sera non déductible immédiatement. Donc, on a dit qu'on pouvait déduire immédiatement la quote-part qui couvre la garantie en cas de décès puisqu'il s'agit d'une charge et le prêt, la quote-part correspondant à l'épargne réalisée jusqu'au jour du versement en capital n'est pas déductible fiscalement. Ce qui veut dire qu'en réalité, il s'agit d'être extrêmement prudent lorsque vous comptabilisez ou vous souscrivez un contrat. La prime versée doit pouvoir être ventilée entre d'une part une charge et d'autre part un prêt pour ne pas prendre de risque au niveau fiscal. Le point suivant concerne le coût de création d'un fichier client, puisqu'on est en plein dedans au niveau actualité fiscale. C'est la réforme de la RGPD, donc la protection des données. Donc, certaines d'entre sociétés peuvent avoir à engager des frais pour rendre leur fichier client plus sécurisé.
Donc les coûts engagés, donc l'article du Conseil d'État nous précise que les coûts engagés pour créer en interne des fichiers clients ne peuvent pas être distingués du coût de développement de l'activité dans son ensemble. C'est la question qu'on se posait à un moment donné. Est-ce que ces coûts doivent être immobilisés étant donné qu'ils concernent l'activité et qui sont d'une importance qui peut être importante dans certains cas? Doivent-ils être constatés comptablement à l'actif ou en charge directement? Le Conseil d'État nous précise qu'ils ne répondent pas aux conditions de comptabilisation d'un actif corporel et que dès lors, ces coûts doivent être comptabilisés en charge de l'exercice au cours duquel ils ont été engagés. Sur le plan fiscal, il en est de même. Donc, vous avez la possibilité à la fois de constater une charge et de déduire cette charge l'année au cours de laquelle la création de fichiers est. L'avant-dernier point concerne un petit rappel sur le fonds de commerce. Donc, on en avait déjà parlé l'année dernière. Depuis le 1er janvier 2016, on a effectivement la possibilité d'amortir les fonds commerciaux sous certaines conditions qu'on va aborder tout à l'heure. Et l'État nous précise également, l'administration fiscale nous précise également les conditions dans lesquelles il est possible d'amortir ou de déprécier un fonds de commerce. Le fonds de commerce est présumé avoir une durée de vie d'utilisation non limitée car il n'existe pas de fin prévisible à l'exploitation de l'activité, donc c'est tout à fait logique. Il n'est fait donc pas l'objet d'un amortissement sans qu'il y ait à le justifier. Donc il faut être extrêmement précis quand on s'aventure dans de l'amortissement sur une durée déterminée d'un fonds de commerce, étant donné que les fonds commerciaux sont présumés n'avoir pas de durée de vie limitée. Cette présomption est réfutable lorsque la durée d'utilisation est limitée au regard de critères inhérents à son utilisation par l'entité, c'est-à-dire qu'il existe une limite prévisible à l'exploitation du fonds de commerce, et c'est ce qui nous est dit à l'écran. Lorsque la présomption de durée est réfutée, le fonds commercial est amorti sur sa durée réelle d'utilisation ou, à défaut, sur une durée de 10 ans. Et c'est là la nouveauté à compter du 1er janvier 2016. L'exception, il s'agit donc d'une des mesures phares de simplification qui a été prévue pour les petites entreprises définies à l'article 123.16 du Code de commerce, qui ont la possibilité d'amortir sur 10 ans tous les fonds commerciaux inscrits à l'actif de leur bilan dans leurs comptes annuels. Donc, un petit rappel, l'article L123.7 du Code de commerce a été précisé par un décret de 2014 qui prévoit les seuils mentionnés pour les petites entreprises. Donc, une petite entreprise est considérée comme petite à partir du moment où elle ne dépasse pas 2 des 3 seuils suivants. 4 millions d'euros de total bilan, 8 millions d'euros de chiffre d'affaires et 50 salariés. Donc, la plupart des entreprises appartenant au tissu économique français peuvent donc être considérées comme des petites entreprises et vous l'êtes sans doute également. Je vous ai mis également un arbre de décision qui vous permet de déterminer si oui ou non vous avez la possibilité d'amortir votre fonds de commerce et dans quelles conditions il est possible de le faire. Le deuxième volet concerne les dépréciations des fonds de commerce. En contrepartie donc de la présomption de durée d'utilisation non limitée du fonds de commerce, l'ANC impose la réalisation d'un test de dépréciation systématique au moins une fois par an. Pour les fonds commerciaux dont la durée d'utilisation est limitée, l'entité doit apprécier à chaque clôture de compte s'il existe ou non un indice montrant que ces fonds commerciaux ont pu perdre de la valeur et le cas échéant réaliser un test de dépréciation. Je vous ai également mis un arbre de décision qui vous permet de déterminer si oui ou non vous êtes considéré par le test de dépréciation annuel obligatoire pour votre fonds de commerce. Deux cas peuvent donc se présenter, le cas jusqu'au 31/12/2015, les fonds commerciaux non amortis à partir du 1er janvier 2016, sauf si la durée d'utilisation non limitée est remise en cause à compter du 1er janvier 2016. Si la durée limitée est déterminée, amortir sur la durée résiduelle d'utilisation à partir du 1er janvier. Pour les fonds commerciaux amortis, poursuite du plan d'amortissement et au niveau du test de dépréciation, il doit être réalisé uniquement en cas d'indice de perte de valeur jusqu'au 31/12/2015. Le test annuel est obligatoire à compter du 1er janvier 2016. Une dernière précision sur la dépréciation et l'amortissement de ces fonds de commerce. Le traitement fiscal de l'amortissement, il faut savoir que fiscalement, ça n'a absolument aucun intérêt d'amortir son fonds de commerce. Il s'agit simplement d'une possibilité, d'une simplification qui nous est donnée d'amortir sur 10 ans comptablement. Donc ça veut dire que
fiscalement, vous aurez la possibilité vous devrez réintégrer cet amortissement qui sera frais. En revanche, comptablement, il sera réellement constaté, donc on constatera une diminution du résultat au moment de l'amortissement du fonds de commerce. Fiscalement, il faudra réintégrer ces montants. Donc, vous allez réduire votre résultat, réduire votre bénéfice distribuable et fiscalement ne pas bénéficier des avantages de réduction d'impôt sur les sociétés liés à cet amortissement. Fiscalement, il n'y a donc aucun intérêt. C'est pour ça que depuis le 1er janvier 2016, l'amortissement des fonds commerciaux est très peu utilisé. Le dernier point, un rappel très rapide sur l'annexe comptable en cette fin d'exercice. Donc, un petit rappel pour vous dire que les méthodes comptables et les faits significatifs de l'exercice doivent être explicites au moment de la réalisation des comptes annuels. Un dernier rappel sur l'obligation de présenter une annexe comptable dans les comptes annuels. Pour qui est-elle nécessaire? Elle est nécessaire pour les entreprises qui ne dépassent pas le statut des micro-entreprises. Alors, ce qu'on appelle micro-entreprises aujourd'hui, il s'agit des entreprises qui ne dépassent pas 350 000 € de total bilan, 700 000 € de chiffre d'affaires sur une année et 10 salariés. On en a fini pour l'actualité comptable et je vais laisser la parole à Claire Schweitzer pour vous présenter l'actualité fiscale. Bonjour à tous. Voilà, je vais vous parler de l'actualité fiscale. Effectivement, cette fin d'année, il y a un certain nombre de points assez importants en matière fiscale. Le premier étant, bien sûr, vous en avez sans doute entendu parler, le report du prélèvement à la source de l'IR. Voilà. Donc, en fait, s'agissant du prélèvement à la source de l'IR, vous avez parlé longuement de ce thème lors de la présentation loi de finances en début d'année. Comme vous le savez, François Hollande voulait mettre en place ce fameux prélèvement à la source et il devait entrer en vigueur le 1er janvier 2018. Sauf que la loi du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnance les mesures pour le renforcement du dialogue social a sollicité un audit de l'IGF et de cabinets indépendants pour évaluer la charge induite pour les collecteurs concernant la mise en place de ce prélèvement à la source et a prévu une expérimentation à partir de juillet 2017. Mais finalement, une ordonnance du 22 septembre 2017 a imposé un report de l'entrée en vigueur au 1er janvier 2019. Et donc, tous les dispositifs dont on vous avait parlé en début d'année relatifs à l'année de transition sont reportés d'1 an. Donc, ça signifie que pour l'imposition de vos revenus 2017, on reste dans un schéma qui est inchangé par rapport à 2016, c'est-à-dire que vous allez établir votre déclaration d'impôt sur le revenu en mai 2018 et pour l'instant, il n'y a absolument rien de changé. Au 1er janvier 2018, on aurait dû avoir une mise en place au niveau du bulletin de paie des prélèvements à la source, mais ce sera finalement au 1er janvier 2019. Étant précisé que, évidemment, les règles de fond sur le prélèvement à la source sont pour l'instant inchangé, c'est-à-dire que en effet, je vous ai remis les slides concernant le prélèvement à la source dont nous vous avions parlé en début d'année. Donc juste pour rappeler brièvement, l'objectif de la réforme du prélèvement à la source était de supprimer le fameux décalage d'1 an entre la perception du revenu et le paiement de l'impôt. Parce qu'en effet, aujourd'hui, par exemple, sur les revenus 2017, vous allez établir votre déclaration d'impôt sur le revenu en mai 2018 et vous allez payer les acomptes provisionnels en février, puis évidemment en mai 2018 et ensuite vous aurez un avis d'impôt en septembre 2018. Donc effectivement, il y a en pratique un décalage d'1 an. Donc c'était le premier objectif de la réforme et le deuxième objectif était de moderniser le recouvrement de l'impôt puisqu'effectivement dans la plupart des pays européens, cette mesure est déjà mise en place. Donc aujourd'hui, la mise en œuvre est donc reportée au 1er janvier 2019.
Et donc cette réforme ne consiste pas en une réforme sur le fond, c'est-à-dire que le barème progressif de l'impôt sur le revenu, le quotient familial, tout ce qui est imputation des réductions et crédits d'impôt reste en place. En revanche, cette réforme se substitue essentiellement au régime de ce qu'on appelle les versements d'acompte provisionnel et à la mensualisation. Donc, on n'aura plus ce système d'acompte provisionnel ou de mensualisation. L'employeur prélèvera directement sur la paye du salarié la retenue à la source applicable. Donc, c'est un système qui est complètement différent du système actuel sur ce point. Donc, alors, du coup, ça... Voilà, excusez-moi, les slides avaient du mal à passer. Donc, effectivement, quand on parle de prélèvement à la source, ça recouvre deux types de prélèvements. Ce qu'on appelle la retenue à la source sur les revenus salariaux et assimilés, et l'acompte contemporain sur tout ce qui est revenu du travail indépendant et revenus fonciers. Donc, le point important à retenir de cette réforme du prélèvement à la source, c'est que ça ne concerne pas seulement les revenus salariaux, mais également tous les revenus fonciers, les revenus du travail indépendant. Donc, en pratique, ça signifie que la charge de l'impôt et de la collecte de l'impôt ne sera pas uniquement sur les entreprises qui devront prélever, bien sûr, la retenue à la source sur les bulletins de paye pour leurs salariés, mais également sur les contribuables eux-mêmes, puisqu'un contribuable qui a des revenus fonciers devra lui-même s'acquitter de l'acompte contemporain tous les mois auprès de l'administration fiscale. Et bien sûr, ça suppose de connaître le montant de l'acompte contemporain applicable. Donc, c'est pour ça également que cette réforme est reportée, puisqu'effectivement, ça suppose une mise en place quand même relativement longue et ça va avoir un impact très très important sur les employeurs, bien sûr, mais les contribuables eux-mêmes. Donc là, je vous ai mis un tableau récapitulatif des différentes retenues et acomptes qui s'appliquent. Et donc, je vous rappelle que ne seront pas concernés par le prélèvement à la source les plus-values immobilières, les plus-values sur cession de valeurs mobilières et les revenus de capitaux mobiliers. Donc, je vous ai mis un certain nombre de slides sur le prélèvement à la source. Néanmoins, l'information essentielle, c'est qu'il est reporté au 1er janvier 2019. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails de la mise en place du régime. Donc, je passe ces slides, mais néanmoins, si vous avez une question sur toutes les mesures d'application, etc., n'hésitez surtout pas, on en discutera ensemble. Alors, l'autre grande réforme, c'est en matière de CVAE et intégration fiscale. Donc, pour rappel, la CVAE est calculée en fonction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise et le taux d'imposition effectif dépend du chiffre d'affaires réalisé. Or, lorsque on est en intégration fiscale, le taux effectif des sociétés membres du groupe est déterminé en fonction du chiffre d'affaires consolidé du groupe. Donc, le taux de la CVAE est calculé en fonction du chiffre d'affaires consolidé, ce qui implique un taux effectif plus important que si on prenait le chiffre d'affaires de chacune des sociétés. C'est un des inconvénients de l'intégration fiscale en matière de CVAE, c'est un impact fiscal qui n'est pas avantageux. Donc, le Conseil constitutionnel, dans une décision du 19 mai 2017, a estimé que cette cumulation du chiffre d'affaires au niveau du groupe en matière d'intégration fiscale est contraire au principe d'égalité devant la loi, parce qu'en fait, il crée une distinction entre les groupes selon qu'ils sont intégrés ou non. Or, dans une précédente décision du Conseil constitutionnel, Surdaniel s'était clairement positionné sur le fait que l'intégration fiscale ne devait avoir d'impact qu'en matière d'impôt sur les sociétés et ne pouvait pas avoir d'impact sur les autres impositions. Or là, on a un exemple typique de cas dans lequel l'intégration fiscale va avoir un impact sur le taux de la CVAE, ce qui est contraire à la Constitution. Le Conseil constitutionnel a donc déclaré inconstitutionnel cette consolidation du chiffre d'affaires en matière d'intégration fiscale, et cette inconstitutionnalité est applicable à compter du 20 mai 2017. Donc ça signifie qu'à compter de cette date, on ne peut plus consolider le chiffre d'affaires en matière d'intégration fiscale pour estimer le taux de la CVAE. Donc c'est très intéressant fiscalement pour les entreprises qui sont en intégration fiscale, puisque ça leur permettra d'avoir un taux de CVAE plus faible.
Donc, voilà, la DGFiP a pris acte de cette décision du Conseil constitutionnel puisque elle s'est positionnée sur le fait que le taux d'imposition sera calculé en fonction du chiffre d'affaires propre aux entreprises membres du groupe. Donc on ne consolide plus le chiffre d'affaires. Et dans des déclarations, elle a estimé qu'il fallait déclarer uniquement le chiffre d'affaires de l'entreprise, ne plus se servir de la ligne 03 montant du chiffre d'affaires de référence du groupe, ni la ligne 03 bis sirène de la société tête de groupe. Et ces mesures sont applicables dès cette année au relevé d'acompte numéro 1329 AC. Donc aujourd'hui, on ne consolide plus le chiffre d'affaires en matière de CVAE. Par ailleurs, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2017, l'administration fiscale et le gouvernement ont pris acte de cette décision du Conseil constitutionnel et ont mis en place un nouveau dispositif de consolidation du chiffre d'affaires qui prévoit la prise en compte de l'ensemble des chiffres d'affaires des sociétés remplissant les conditions de détention de capital requises en vertu de l'article 223A1 du CGI pour être membre d'un même groupe fiscal, et ces mesures sont applicables à compter des impositions dues au titre de 2018. Voilà, alors excusez-moi, j'ai prévu pour transférer les slides. Autre actualité, la contribution de 3% sur les dividendes. Alors, concernant cette contribution, on a eu énormément de surprises et de changements, de revirements de position. Puisque effectivement, aujourd'hui, on a une exonération de la contribution de 3% qui est applicable aux distributions entre sociétés d'un même groupe fiscalement intégré, aux distributions réalisées entre sociétés qui remplissent les conditions pour bénéficier du régime d'intégration fiscale mais n'ont pas opté pour son application, et aux montants distribués à des sociétés étrangères qui, si elles étaient établies en France, rempliraient avec la société distributrice les conditions d'application du régime de l'intégration fiscale. Ces dispositions qui sont applicables actuellement résultent de la loi de finances de l'année dernière, qui elle-même a pris en compte une décision du Conseil constitutionnel qui était intervenue en septembre 2016, puisqu'en fait, il y avait une remise en cause de la constitutionnalité de cette contribution de 3%, au motif que, là encore, qu'elle crée une discrimination, puisqu'effectivement, les sociétés qui étaient en intégration fiscale pouvaient se voir exonérées de la contribution de 3% sur les dividendes, alors que celles qui n'y étaient pas n'étaient pas exonérées de cette contribution. Donc, dans une décision de septembre 2016, le Conseil constitutionnel a estimé qu'effectivement, ça crée une inégalité devant la loi entre les sociétés qui sont en intégration et les autres non. Donc, le gouvernement, dans la loi de finances de l'année dernière, avait tenu compte de cette remarque du Conseil constitutionnel en prévoyant que, effectivement, non seulement exonérer de contribution de 3% les distributions entre sociétés d'un même groupe fiscalement intégré, donc le dispositif initial, mais également les distributions réalisées entre sociétés qui remplissent les conditions pour bénéficier du régime d'intégration fiscale. Donc ça signifie que deux sociétés une société qui détient à plus de 95% et une autre société donc qui remplit a priori les conditions pour bénéficier de l'intégration fiscale pouvait désormais bénéficier de l'exonération même si elle n'a pas opté pour l'intégration fiscale. Donc, nouveau rebondissement pour la contribution de 3%, puisque le 6 octobre 2017, le Conseil constitutionnel a rendu une nouvelle décision dans laquelle il a estimé que l'exonération en matière de contribution de 3% établie par la loi de finances de l'année dernière est toujours contraire au principe d'égalité devant la loi, car il crée une distinction entre la localisation des sociétés et il n'est surtout pas conforme au régime mère-fille. Donc, cette inconstitutionnalité est applicable à compter du 8 octobre 2017, mais contrairement à sa décision de septembre 2016, donc de l'année dernière, dans laquelle le Conseil constitutionnel avait reporté les conséquences de la décision au 1er janvier 2017, ce qui a permis au gouvernement de modifier la loi et donc de ne pas avoir des réclamations à ce sujet pour les années précédentes. Là, le Conseil constitutionnel a tapé du poing sur la table et a décidé qu'il n'y avait pas lieu cette fois-ci de reporter les effets de l'inconstitutionnalité, que l'inconstitutionnalité est applicable à compter du 8 octobre 2017, ce qui signifie en pratique que ça ouvre un droit de réclamation
pour les sociétés qui ont été soumises qui auraient dû être exonérées en fait de contribution de 3% et qui n'ont pas été. Donc il y a une opportunité de réclamation aujourd'hui pour les sociétés qui ont été soumises à cette contribution de 3% pour les années 2015, 2016, 2017. Nous vous invitons à déposer des réclamations à ce sujet. Par ailleurs, le projet de loi de finances pour 2018 prend déjà acte de cette décision du Conseil constitutionnel en prévoyant la suppression de la contribution de 3% sur les revenus distribués pour les sommes mises en paiement à compter du 1er janvier 2018. Et le projet de loi de finances rectificative pour 2017 met en place par ailleurs une surtaxe exceptionnelle sur l'IS pour les sociétés réalisant plus de 1 million de chiffre d'affaires et la mise en place d'une surtaxe additionnelle sur l'IS pour les chiffres d'affaires réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 3 millions d'euros. Donc effectivement, comme vous voyez, le problème c'est que ce que le gouvernement ne peut pas obtenir d'un côté, puisqu'il a été obligé de supprimer la contribution de 3%, eh bien il souhaite le récupérer d'un autre côté en mettant en place des surtaxes exceptionnelles et additionnelles à l'IS. Donc malheureusement, pas de très bonnes nouvelles d'un point de vue fiscal. Néanmoins, on a une lueur d'espoir puisque le Sénat a rejeté le projet de loi de finances rectificative pour 2017 et a saisi le Conseil constitutionnel sur cette fameuse question de surtaxe exceptionnelle et additionnelle à l'IS, estimant que ce n'était pas conforme à la Constitution. Donc on attend la décision du Conseil constitutionnel à ce sujet. Donc comme vous le voyez, c'est un véritable bras de fer de la part du gouvernement sur cette question de la contribution de 3% et des surtaxes exceptionnelles et additionnelles. Le gouvernement tient absolument à ses recettes. Et je pense qu'il y aura encore des rebondissements à ce sujet dans les prochaines semaines. Donc, autre thème dont nous avions parlé lors de la loi de finances du début d'année, c'est la numérisation des factures papier. Pour rappel, effectivement, la loi de finances rectificative pour 2016 a prévu un assouplissement des modalités de conservation des documents papier. Donc, la conservation sur support informatique ou papier doit être assurée pendant 6 ans. Et on a des détails qui ont été apportés sur les modalités de numérisation des factures papier qui ont été fixées. Donc, quand on transfère vers un support informatique devant être réalisé dans les conditions garantissant leur production à l'identique, ou en matière d'archivage numérique pouvant être effectué par l'assujetti lui-même ou un tiers. Donc, ce qu'il faut retenir de cette réforme, c'est que, en fait, on peut, alors qu'auparavant, on devait conserver les factures sous forme papier. Aujourd'hui, la conservation des fichiers sous forme numérisée et essentiellement sous format PDF ou PDF A3 est possible. Effectivement, il faut un cachet serveur fondé sur un certificat conforme, au moins au référentiel général de sécurité RGS de niveau 1 étoile. Il faut que ce soit assuré, ou bien faut que ce soit assuré par une entreprise numérique, ou bien par une signature électronique fondée sur une certification conforme, ou tout autre dispositif sécurisé équivalent fondé sur un certificat délivré par une autorité de certification figurant sur la liste de confiance française. Donc, effectivement, la conservation des fichiers numérisés sous format PDF est tout à fait possible, mais comme vous le voyez dans cette liste, il y a un certain nombre de précautions à prendre et il faut quand même mettre en place soit des signatures électroniques, soit des dispositifs sécurisés qui permettent d'assurer la conservation des données. Sinon, ce sera refusé par l'administration fiscale. Donc, en cas de doute, gardez vos factures papier et n'hésitez pas à nous poser des questions si vous souhaitez mettre en place cette conservation des fichiers numérisés pour qu'on puisse voir ensemble quelles sont les garanties à mettre en place. Autre actualité, les logiciels de caisse. Alors, c'est une actualité très très importante. En fait, on a beaucoup de clients qui nous posent des questions sur cette notion de logiciel de caisse, puisqu'effectivement, la loi de finances pour 2016 a mis en place des règles pour les entreprises qui enregistrent les règlements de leurs clients via un logiciel ou un système de caisse. En effet, les logiciels et les systèmes de caisse sont aujourd'hui les principaux vecteurs de fraude constatée de la TVA et donc l'administration fiscale a considéré que ces logiciels doivent satisfaire à des conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données.
Le but étant justement d'éviter ces fraudes constatées à la TVA, avec des amendes qui sont relativement importantes, puisque la non-production du certificat ou de l'attestation justifiant la conformité est de 7 500 € par système de caisse concerné, avec une mise en conformité qui doit être faite dans les 60 jours. Donc l'entrée en vigueur de cette réforme était prévue au 1er janvier 2018, donc c'est dans quelques mois. Et on a effectivement beaucoup de questions des clients à ce sujet, donc j'en profite pour vous apporter un certain nombre de précisions. Donc parce que effectivement, on a un certain nombre d'entreprises qui sont compétentes en matière de logiciels de gestion, qui souhaitent faire payer à leurs clients, donc justement cette sécurisation, etc., dans des cas où ce n'est pas forcément justifié. Donc aujourd'hui, le champ d'application de l'obligation concerne uniquement les logiciels de caisse et pas les logiciels de gestion et les logiciels de comptabilité. Donc un logiciel de caisse, c'est un système informatisé dans lequel un assujetti enregistre les opérations effectuées avec ses clients non assujettis. Donc aujourd'hui, les logiciels de gestion et de comptabilité ne sont pas concernés, et de même, si vous établissez des factures par voie, par exemple via Excel ou via Word à vos clients, et qu'ensuite vos clients vous payent directement sur un compte bancaire via un virement, vous n'êtes, en tout cas pour l'instant, pas concerné par cette obligation. Il s'agit vraiment des logiciels de caisse par lesquels les contribuables enregistrent des paiements de non-assujettis, et en précisant que ces paiements peuvent être faits en liquide. Donc effectivement, pour l'instant, c'est assez restreint, et d'ailleurs le BOFIP, c'est-à-dire la doctrine administrative, est venu apporter des précisions en précisant donc que le certificat délivré par un organisme accrédité est obligatoire si le logiciel est développé en interne, donc toujours, je précise bien, un logiciel de caisse. Et il faut une attestation individuelle de l'éditeur du système de caisse concerné qui doit être conforme au modèle administratif, donc modèle administratif qui est disponible via le BOFIP, donc sous BOI-lettre-00242, et via un support physique ou dématérialisé. Donc vraiment par rapport à ces logiciels de caisse, c'est pour l'instant uniquement les logiciels de caisse qui sont concernés et pas les logiciels de gestion. Ce sera malheureusement peut-être pas le cas au 1er janvier 2019 parce qu'elle compte étendre ces obligations. Donc les clients qui ont des logiciels de gestion seront peut-être concernés, mais pour l'instant, seuls les clients qui ont des logiciels de caisse sont concernés. Enfin, je précise les certaines mesures qui sont applicables dans le projet de loi de finances 2018. Alors, je précise immédiatement qu'il ne s'agit pour l'instant que d'un projet qui est en cours de discussion auprès du Sénat et de l'Assemblée nationale. Donc, il peut encore y avoir un certain nombre de modifications sur ce projet. Donc, voilà, bien sûr, nous ferons des présentations de loi de finances en début d'année à ce sujet, mais je souhaitais quand même évoquer avec vous un certain nombre de dispositions qui sont relativement intéressantes et qui sont prévues par ce projet de loi de finances 2018. Le premier étant la baisse de l'IS. Donc, c'était déjà prévu dans le cadre du projet de loi de finances de l'année dernière, mais la baisse de l'IS serait renforcée puisqu'on aurait un maintien du taux réduit de 15% pour les PME qui en bénéficient déjà et une diminution du taux de droit commun jusqu'en 2022. Donc effectivement, je vous ai mis un tableau avec la diminution globale des taux d'IS pour arriver en 2022 à une diminution globale de 25%. Donc ce qui est relativement intéressant puisque dans le projet de loi de finances de l'année dernière, donc avant le 1er janvier 2017, on était à 15% et 33 un tiers. Le projet de loi de finances de l'année dernière avait prévu une baisse globale de l'impôt sur les sociétés pour arriver à un taux global de 28%. Et aujourd'hui, on voit que cette réforme est encore renforcée puisqu'on va arriver à un taux général applicable à compter de 2022 de 25%. Donc des dispositions très intéressantes pour les entreprises. Autre disposition importante, c'est en matière de CICE, puisqu'effectivement, on avait déjà prévu une diminution du taux du CICE de 7% à 6% pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018. Et aujourd'hui, on prévoit une suppression du CICE. Au 1er janvier 2019, ce CICE serait remplacé par un allègement des charges patronales.
Donc voilà, on attend d'avoir des informations sur ce fameux remplacement par un allègement des charges patronales. On n'a pas forcément beaucoup d'informations à ce sujet, mais en tout cas, le CICE serait supprimé. Autre régime, le régime fiscal des micro-entreprises qui sera modifié, puisqu'on va avoir un doublement du seuil du chiffre d'affaires applicable. Pour les ventes et fournitures de logements, ce serait un chiffre d'affaires de 170 000 euros. Pour les prestations de services, 70 000 euros. Et ces nouveaux seuils seraient applicables dès 2018. Cela signifie que le régime de la micro-entreprise serait bien plus large, donc applicable à des sociétés qui ont un chiffre d'affaires bien plus élevé, en fait le double de ce qui est applicable actuellement. Par contre, on vous précise qu'il n'y a pas pour l'instant de modification des seuils de la franchise en base de TVA. Donc en matière de franchise en base de TVA, on reste sur les mêmes seuils que ceux applicables aujourd'hui. L'autre grande réforme dont vous avez sans doute entendu parler, c'est la fameuse flat tax. En effet, aujourd'hui, tout ce qui est dividendes, intérêts, etc., sont soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux pour un montant de pour un taux de 15,5% en matière de prélèvements sociaux. Et le gouvernement a souhaité mettre en place un prélèvement forfaitaire unique de 30% sur tous les revenus du capital applicable sur option. Donc ça signifie que il faudra voir dans le cadre de ces revenus si on cumule le barème progressif de l'impôt sur le revenu et également les prélèvements sociaux de 15,5%, si on arrive à un taux supérieur à 30%, et si oui, vous aurez tout à fait intérêt à opter pour le prélèvement forfaitaire unique de 30%. Il n'y a en revanche pas de modification de la fiscalité de l'épargne salariale et il n'y a pas de modification non plus de la fiscalité de l'assurance vie pour les contrats dont l'encours est inférieur à 150 000 euros et pour les versements déjà effectués. Donc une disposition tout à fait intéressante pour les personnes déjà soumises à un taux d'impôt sur le revenu qui est relativement élevé, puisqu'effectivement si vous avez déjà un taux marginal d'imposition qui est de 30, de 41 ou de 45%, si on ajoute les prélèvements sociaux, ça donne lieu à une imposition quand même relativement élevée, donc cette flat tax peut être très intéressante. Autre modification, la transformation de l'ISF, vous en avez là encore sans doute entendu parler, elle serait transformée en IFI, impôt sur la fortune immobilière, qui sera applicable uniquement aux actifs immobiliers. Alors, en pratique, ça signifie que cet impôt sur la fortune immobilière serait uniquement calculé sur la base des actifs immobiliers. Ça signifie qu'une personne qui ne détient pas d'actifs immobiliers ou des actifs immobiliers dont la valeur est inférieure à 1 300 000 euros ne sera plus soumise à l'ISF à compter du 1er janvier 2018. Je précise qu'aujourd'hui, il y a des interrogations sur la question de savoir si cette transformation de l'ISF en IFI ne sera pas considérée comme inconstitutionnelle. En effet, il y a quand même un risque que le Conseil constitutionnel estime que c'est une différence de charge devant l'impôt, puisqu'effectivement, on aura de fait une différence entre les personnes qui ont un actif essentiellement constitué d'actifs immobiliers et les personnes qui ont un actif un patrimoine qui sera constitué essentiellement, par exemple, de titres de société, etc. Donc, la vraie question qui va se poser, c'est est-ce que le gouvernement peut justifier d'un intérêt général qui justifie ces différences de traitement? L'intérêt général qu'on pourrait voir bien sûr serait le fait que les personnes qui ont un actif immobilier participent moins à l'économie que les personnes qui ont par exemple des titres de société. Donc voilà, après c'est une question d'appréciation, mais il y a quand même aujourd'hui un vrai questionnement des professionnels en matière fiscale sur la question de savoir est-ce que cette réforme va passer devant le Conseil constitutionnel. Nous n'en sommes absolument pas sûrs. Autre réforme, la suppression de la taxe d'habitation qui va concerner plus de 80% des ménages. Voilà, donc autre réforme de projet de loi de finances pour 2018 concerne le crédit d'impôt pour la transition énergétique. Donc au départ,
une suppression du crédit d'impôt pour la transition énergétique était prévue. Finalement, il semble qu'on se dirige plutôt vers une prorogation de ce crédit d'impôt jusqu'au 31 décembre 2018, mais avec une réduction des dépenses concernées par le CITE. Donc, les chaudières à haute performance énergétique ne seraient plus concernées par le CITE, ainsi que pour les parois vitrées, le CITE serait maintenu. Donc, les parois vitrées, il s'agit des fenêtres isolées. Le CITE serait maintenu jusqu'au 30 juin 2018 au taux de 15% et non plus de 30%, mais uniquement pour les contribuables, remplaçant du simple vitrage par du double vitrage. Et enfin, concernant les portes d'entrée et les volets isolants, ils seront également exclus du CITE à compter du 1er janvier 2018. Donc finalement, le CITE est prorogé, mais il y a vraiment une réduction des dépenses concernées. Autre modification, la réduction d'impôt pour investissement locatif, dispositif du Pinel. Ce dispositif sera prorogé jusqu'au 31 décembre 2021, mais sera recentré sur les investissements réalisés dans les zones géographiques où le déséquilibre entre l'offre et la demande de logement est le plus important, les zones A, A bis et B1. Et on a également un régime transitoire qui va s'appliquer pour les zones B2 et C pour les acquisitions de logements réalisées au plus tard le 31 mars 2018 avec contrat préliminaire de réservation ou promesse d'achat signée au plus tard le 31 décembre 2017. Voilà. Donc voilà pour l'actualité fiscale. Donc il y a quand même pas mal de choses. Ces actualités sont, comme je vous dis, amenées à changer en ce qui concerne le projet de loi de finances. Donc, je vous invite, comme chaque année, on fait des présentations loi de finances en début d'année, donc dans le cadre desquelles on parle du projet de la loi de finances définitive. Ici, je ne vous ai parlé que du projet. Donc, si vous voulez avoir des précisions sur la mouture finalisée de la loi de finances, je vous invite à participer à ces présentations. En matière d'actualité juridique, on vous a mis quelques slides. Vu la durée de l'intervention, je ne vais pas m'attarder sur la question. C'est juste pour information. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas. Et enfin, on vous a mis également quelques slides par rapport à l'actualité sociale. Par rapport notamment aux ordonnances Macron, nous avons également un certain nombre de présentations qui sont prévues par rapport aux ordonnances Macron et que nous vous invitons à suivre si vous êtes intéressés à ce sujet. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions dans le cadre du chat qui est organisé après la présentation et on y répondra à la fin de la conférence. Nous vous remercions pour votre attention. Voilà. Alors, comme le disait Claire, n'hésitez pas surtout à poser vos questions par le chat. On va essayer d'en parcourir quelques-unes. Alors, pour un petit rappel également, on va vous transmettre donc à tous les participants de la conférence, on vous transmettra le PowerPoint et un lien direct vers le replay de cette webconférence que vous puissiez revoir ou voir tous les sujets qui vous intéressent. Également poser vos questions, n'hésitez pas donc via le chat. Pour l'instant, nous n'avons pas de questions. Je pense qu'on a été assez précis avec Claire. Vous pouvez également nous poser vos questions par téléphone. Vous pouvez nous appeler. Donc c'est groupe Cofimé, donc 03 89 22 99 00. N'hésitez pas à nous appeler si certains points n'étaient pas assez clairs au niveau comptable en ce qui me concerne ou au niveau fiscal pour Claire. On vous remercie pour votre écoute et on vous dit à très bientôt pour une prochaine webconférence. À très bientôt. Au revoir. À bientôt, au revoir.